Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va attaquer le changement de radiateur de la Seat Ibiza de 2001, donc moteur SDI. Donc il n'y a pas de turbo et il n'y a pas de clim non plus. Voilà, sur ce modèle-là. Donc on va faire la vidange de liquide de refroidissement, on va changer le radiateur et on va faire la purge. Voilà. Alors le truc qui est bon à savoir et qui est mieux de faire, c'est pas une obligation, hein, mais c'est quand même mieux, c'est de débrancher la batterie. Bon, moi je l'ai sorti de son logement parce que j'ai d'autres réparations à faire, mais enlevez au moins le moins de la batterie parce que vous allez travailler sur les cosses. Vous allez travailler sur les cosses du radiateur, du ventilateur. Et quand on touche au système électronique, pour éviter les courts-circuits, c'est quand même mieux de débrancher la batterie, au moins la borne moins. Pour changer le radiateur, la première action, c'était d'ouvrir le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement et de dévisser la durite qui est côté conducteur en bas du radiateur. Donc elle est située à ce niveau là. Donc elle était là et elle était branchée donc au-dessus, par là, sur le radiateur. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est serré avec un collier, hein. On voit encore la marque du collier qui est là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pince multiprise, j'ai serré le collier, et pour pas avoir à forcer comme un bœuf, autour du manche de la multiprise, j'ai mis du fil de fer, hein, ou autre, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais comme ça vous n'avez pas besoin d'être en tension pour maintenir le collier ouvert. Voilà, parce que dès que vous lâchez, ben, il se referme. Voilà, donc vous ouvrez d'abord le bocal, le bouchon du bocal, du liquide refroidissement. Et ensuite, vous enlevez la durite. Alors, un conseil, comme il y a cette barre là en métal qu'on ne peut pas bouger, et qu'il y a quand même, il me semble, 5 ou 6 litres de liquide de refroidissement dans le circuit, moi j'ai pris un seau. Mais prenez une grande bassine assez large parce que sinon vous allez en foutre partout. Voilà. Conseil que je peux vous donner. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à enlever tout ce qui est pare-choc. Voilà. Donc là, on a des vis étoiles. Hein, donc c'est du Torx. Hein, donc c'est la clé de T27. Donc il y en a une là. Il y en a une là. Une là. Et une là. Symétrique quoi. Bon alors là ce qui s'est passé, c'est que comme on n'arrivait pas à enlever la partie là, je me suis attaqué à la partie du bas. Hein. Donc j'ai enlevé d'abord les vis qui étaient là. Mais je me suis rendu compte que ça fixait encore, c'était encore fixé quelque part. Donc il y a des vis qui sont en dessous, bien sûr. Hein. Et j'ai pensé qu'en enlevant la barre en plastique qui est là, qui passe là, j'aurais accès à ces vis. Donc non, non. La vis que je cherchais, bon il y en a une qui est là, mais c'est pas celle-ci que je cherchais. Celle que je cherchais, elle est quelque part par là. Donc ça risque d'être un peu compliqué de l'enlever. Donc j'ai enlevé la barre. Il fallait juste passer avec des tournevis en fait comme ça, faire levier. Et il y a des encoches. Ces encoches là après elles vont, je sais pas s'il faudra pas enlever les rivets de la plaque d'immatriculation parce qu'en fait il faudra les encoches il faudra les faire rentrer là-dedans de nouveau après par la suite. Voilà donc voilà ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc là côté conducteur devant il y a une vis plate Torx. Hein. Voilà. Là, sur le garde-boue, il y avait deux vis avec écrou de 8 et deux vis, petites vis Torx. J'ai enlevé les vis là. Voilà, donc là, en fait, pour enlever le pare-choc avant,
hein, donc tout était... En fin de compte, ça, la calandre, j'ai l'impression qu'elle est... écoute, elle est tellement fixée, bien fixée, que forcer, ça risque de casser. Donc en fait, j'ai fait sortir tomber le pare-choc, et j'ai l'impression que ça tient tout d'un bloc, hein. Donc la calandre, elle a l'air fixée dessus. Je sais pas si on peut l'enlever ou pas, bref. Bref, le truc qu'il y a, c'est que pour enlever le pare-choc, il a fallu enlever les rivets qui tenaient la plaque d'immatriculation. Donc pour remonter la plaque, pour remonter le pare-choc, il faudra sûrement le mettre en place. Refixer les boulons là, de Torx que j'avais dit tout à l'heure, là, les 4. Il a fallu enlever le pare-choc. Et donc pour enlever le pare-choc, vous avez des vis. Bon là c'est un peu déboîté, bon, je regarde après l'avoir fait. Il y a une vis là, une là, une là et une là. Donc là vous en avez 4. Il y en avait une de nouveau là, il y en a à nouveau 4. Une là, une plus en dessous, donc il faut enlever le petit cache, le cache qui est là en plastique devant. Il faut enlever le cache. Donc là il y en a 2, une là, et pareil de l'autre côté, une là et une là. Donc c'était aussi du Torx. Une fois que toutes les vis là ont été enlevées, les 4 du dessus, les 4 qui tiennent en dessous. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plaque d'immatriculation, elle est donc fixée par là, hein, mais elle est rivetée sur la partie métallique, là. Voilà. Donc la plaque tient le pare-choc. Donc il va forcément falloir prendre un forêt et percer dans les rivets pour enlever la tête du rivet et enlever la plaque. Voilà. Donc il faudra enlever, on récapitule, hein, les 4 vis là, donc en démontant les 2 caches plastiques qui sont là, et enlever la plaque. Et enlever le bandeau en plastique qui est devant. Donc le bandeau en plastique, hein, comme j'avais dit, on met des tournevis et on fait levier, petit à petit ils sortent. Dernier truc qui va... Ah oui, il y avait aussi quelques vis par là, bon là j'en avais 4 aussi il me semble, hein, qui tiennent cette partie, donc le passage de roue, le garde-boue, au pare-choc, voilà. Donc des 2 côtés bien sûr, hein. C'était aussi du Torx ou de l'écrou, ça dépend, moi c'était une vieille voiture, donc ils avaient un peu bidouillé avant, il y avait des vis qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et ensuite le challenge c'était de déboîter donc, le pare-choc de la rainure qu'il y a là. Donc nous on l'a fait au tournevis, hein, faut faire très attention, c'est du plastique, donc ça risque de casser, donc il faut y aller doucement, mais il fallait le déboîter en fait, de la partie là, voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, le pare-choc il est désolidarisé, c'est bon quoi. Voilà. Alors un petit conseil, quand quand vous bossez comme ça sur vos voitures, pour tout ce qui est vis de fixation, hein, si vous travaillez comme moi sur une voiture qui a plus de 20 ans, et sur des pièces qui n'ont pas été démontées depuis super longtemps, n'hésitez surtout pas à brosser le filetage avec une brosse métallique, et à mettre un peu de graisse quand même quand vous remontez. Ça évitera que ça soit grippé et que vous pétiez des vis à l'intérieur quand vous démontez. Parce que sur les vieilles voitures, c'est ce qui arrive malheureusement. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi même à des fois mettre de la graisse sur les têtes de vis, sur l'extérieur. Ça évite aussi que ça rouille. Parce que je suis déjà tombé sur des vis, notamment pour changer les flexibles de frein. Sur l'extérieur, hein, la graisse jamais sur l'intérieur, par exemple, hein, sur le circuit de frein. Mais sur l'extérieur, les boulons sont devenus ronds en fait parce qu'ils étaient trop vieux et complètement bouffés par la rouille. Donc après, quand vous allez racheter des nouvelles vis ou de nouvelles olives ou de nouveaux écrous, bien souvent ça va être en inoxydable. Donc là, il n'y aura pas de problème. Mais si vous remettez en place d'anciennes vis, n'hésitez pas à graisser ne serait-ce que la tête de vis et un petit peu pour les vis de fixation, le filetage. Voilà. Vous allez devoir démonter les phares. Faudra pas oublier de débrancher les 2 connectiques. Là.
Donc là, en fait, ce qu'il y a pour les connectiques, ce qui est bon à savoir, entre guillemets, c'est que vous prenez un tournevis et vous faites un petit peu levier comme ça. Hein, vous soulevez la languette là, et après, normalement, le tout sort. Et c'est valable pour les deux, sur les deux phares, quoi. Hein. Vous faites un petit peu levier sur la languette qui est là, et ça sort. Alors en démontant aussi, il y avait une vis qui était plus ou moins accessible, hein. Enfin pas vraiment, en fait il a fallu prendre un cliquet flexible, avec une rallonge flexible, et il y avait donc cette pièce en plastique qui était comme ça là, voilà. Donc là il y avait deux vis encore à ce niveau-là, voilà. Je vous montrerai où il se place sur la voiture. Une fois que vous avez enlevé les phares, vous allez pouvoir accéder aux vis qui soutiennent le radiateur de côté. Donc elles étaient là, 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 et l'autre elle était accessible par en dessous, quoi, par là. Donc je suis passé en dessous de la barre de devant, voilà. Donc il y avait les 4 vis là, 2, 4, 6, 8, hein, donc c'est celle-ci, hein, c'est des vis comme ça, c'était des écrous de 10. Et la fameuse petite plaque en plastique là, qui était posée sur le côté du radiateur, elle était à ce niveau-là. Donc c'était aussi pas si facile d'accès. Et si je vous dis pas de bêtises, elle était comme ça. Voilà, bah, vous verrez bien en démontant, mais sachez qu'il y a encore deux vis à enlever donc par là. Voilà. Alors ça y est, le radiateur il est sorti. Et donc les vis de fixation, il y en avait deux qui étaient, donc là c'est l'avant de la voiture, hein. Il y avait deux vis qui étaient fixées à ce niveau-là, donc là et là, sur un espèce de support en plastique, donc, hein, qui passait comme ça. Voilà. Et sur les côtés, en fait ça se désolidarise normalement, je pense, du radiateur. C'est ce qu'il va falloir faire pour pouvoir les remettre en place. Donc le radiateur va s'enclencher là-dedans. Il y en a 4 de chaque côté, hein. Voilà. Et ces vis là étaient fixés, donc ces supports là étaient fixés donc de côté par deux vis à chaque fois, donc 2, 4, 6 et 8. Et c'était, sur ma voiture, c'était des écrous de 10. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé ça, donc d'où l'importance d'avoir une grande bassine, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a dévissé, il restait encore un petit peu d'eau dans le radiateur et ça a commencé à pisser partout. Donc n'hésitez pas à prendre une bassine, on va dire au moins de cette taille-là, quoi, hein. Dans une vidéo, j'avais vu il y avait un mec qui avait pris une bassine en espèce d'acier, quoi, de forme ovale comme on avait dans le temps, quoi. Bien pratique parce que ça risque de pisser un peu partout. Comme je vous ai dit, en dessous il y a des barres, ça peut couler à gauche, à droite. Une grande bassine c'est mieux. Voilà, donc faites attention, ça risque de sortir par là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le ventilateur qui est là-dessus pour le mettre sur le nouveau radiateur, hein. Donc vous avez une vis là, il y en a une qui est là, il y en a une qui est là, il y en a une là, et il y en a une aussi de côté là, voilà. Et celle-là, elle se fixe sur le radiateur, et sur le nouveau radiateur, vous verrez, enfin moi je l'ai vu, il y a une encoche correspondante, hein, donc elle est là, vous voyez. Voilà, donc vous saurez que bah, de toute façon, hein, c'est pas compliqué, il y a les deux sorties là, de l'autre côté il n'y en a pas, hein. Donc ça correspond bien là, 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 et là vous avez l'encoche pour fixer le radiateur qui se trouve à ce niveau-là, voilà. Truc à savoir aussi, comme sur les Golf 2, et sûrement sur d'autres modèles aussi, cette cosse électrique qu'il y a là, en fait il va falloir la démonter pour la remettre à cette place là. Donc ça c'est juste un bouchon en fait, hein. Ne me demandez pas pourquoi il faut mettre l'ancienne dessus, c'est comme ça. Mais celle-ci, il va falloir la remettre sur le nouveau à cet endroit là, voilà.
Bon, pour dévisser l'ancienne broche, enfin la broche de l'ancien radiateur, moi ce que je vous conseille, parce que j'ai essayé avec la clé à molette, mais ça risque de riper quand même. Alors c'est une clé qui est au-dessus de 23, hein, ça doit être du 24 peut-être, j'ai pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la clé à molette, c'est quand même plus safe, ça risque pas de niquer parce que c'est encore assez tendre, j'ai l'impression, le métal qu'il y a au niveau du truc à visser quoi. Voilà, donc prenez quelque chose qui sert bien plutôt qu'une pince multiprise par exemple. Prenez une clé à molette. Voilà, donc ça y est, le nouveau radiateur il est mis en place, hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on l'avait sorti par le haut, hein, sur la Seat Ibiza de 2001. Vous aurez la place, en le basculant un peu, de le faire passer par le haut, avec le radiateur accroché. Donc bien sûr en enlevant bien les connectiques avant, hein, et en enlevant ce petit cache plastique là dont je vous parlais tout à l'heure, avec les deux vis qui sont justement là, quoi, hein. Donc il est passé par le haut, et pour le faire rentrer de nouveau, là il y a une petite encoche, vous verrez. Enfin, sur ma voiture il y a une encoche, ou non c'est celle-ci, c'est celle qui est là. Euh, il y a un téton qui dépasse du radiateur en fait, hein, qui va peut-être gêner quand vous allez le faire descendre. Et justement l'encoche là va faciliter le passage. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faudra faire très attention quand vous allez rentrer le nouveau radiateur, parce que les petites ailettes là, je pense que ça doit être de l'aluminium, les toutes petites ailettes qui sont là, c'est très fragile. Donc à deux, c'est mieux. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un drap assez épais, quoi, surtout l'avant toute cette partie-là, en fait, pour protéger, pour éviter que ça cogne, hein. Donc faites attention quand vous remettez le nouveau radiateur. Voilà. Donc une fois qu'il est mis en place, vous revenez fixer les vis qui sont là, pareil de l'autre côté. Voilà, donc on a remis de la graisse cuivrée pour éviter que ça grippe de nouveau. Normalement, on va pas y retoucher tout de suite, mais quand même, si vous pouvez, faites-le, c'est mieux par la suite. Donc vous refixez le radiateur, et ensuite vous remettez les deux connectiques qu'on avait débranchés tout au début. Voilà. Alors ce qu'on a fait aussi, je vous conseille de le faire, c'est de passer un petit coup de spray connectique et un coup de soufflette pour, euh, pour nettoyer en fait les contacts électriques. Et moi, ce que je vais faire également, c'est que bah, je mets mon doigt dans le trou de la connectique, et je vaporise un tout petit peu d'huile, ou alors avec une légère graisse, mais seulement sur l'extérieur, hein, d'huile silicone. Voilà, comme ça permet aussi, le jour où vous voulez de nouveau déconnecter, de l'enlever plus facilement. Parce qu'au niveau des phares, c'était compliqué de les enlever parce qu'il y avait plein de poussière, plein de saleté, quoi. Voilà. Alors, ça va peut-être vous paraître logique, mais bon, quand on démonte, on remonte toujours en sens inverse, hein, bien sûr. Mais bon, c'est une astuce que je vais vous donner, entre guillemets une astuce, hein, c'est un truc à pas oublier pour éviter de galérer, parce que moi j'ai galéré un petit peu. Enfin, ça m'a demandé de redévisser des vis que je venais de fixer avant de remettre tout le pare-choc là. Et de remettre notamment cette barre transversale là en plastique, le cache plastique. Parce qu'en dessous, vous vous rappelez, il y a des vis, hein. Euh, Avant de remettre ce cache plastique là, emboîtez d'abord les parties là et là. Alors le truc à faire, si vous voulez, c'est que le pare-choc, en fait, quand vous le mettez, quand vous le clipsez à l'avant, déjà quand vous le vissez à l'avant, il a tendance à partir comme ça, vers l'extérieur. Et en fait, pour le rentrer, il faudrait le reculer un peu, donc enlever les vis qui sont là devant, les 4 vis qui sont là, au moins, si c'est pas enlever celles qui sont au-dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis, commencez plutôt par ça. Commencez par fixer d'abord sur les côtés, à réemboîter. Donc en fait, de prendre un peu de recul avec le pare-choc, et plier légèrement pour pas péter le plastique, légèrement pour que ça rentre dans les fameuses encoches là de côté, qui sont là. Donc vous pliez légèrement le pare-choc, à deux c'est un peu mieux, bon. Seul ça marche aussi, à deux c'est plus pratique, il y en a un qui surveille un côté, bon vous aurez compris, à deux c'est plus facile. Donc vous reculez un tout petit peu le pare-choc, vous pliez un petit peu les bords vers l'extérieur, et là vous enclenchez au début
Donc il va reculer, là, hein, on le recule, on le plie un peu par là, et on commence à l'enclencher. Vous verrez, il y a des encoches. Il y en a 2 ou 3. Vous le pliez un peu, vous l'enclenchez, et après vous le poussez. Et au fur et à mesure que vous allez le pousser, il va rentrer de lui-même dans, dans l'alignement de l'aile, en fait. Ça sera plus facile. Alors, une fois que vous avez remonté tout le pare-choc, hein, il va falloir remettre la plaque d'immatriculation. Donc, comme on avait enlevé les rivets, c'est assez simple, il y a déjà les trous. Donc, vous placez les trous de la plaque en face des trous qui sont déjà dans le pare-choc. Vous prenez un rivet qui est de taille adéquate. Vous rentrez la partie là dans le trou. Ok. Vous prenez la pince à rivet. Vous choisissez un embout adapté. Hein, vous mettez dedans. Et là, vous allez rentrer la pointe du rivet dans la pince à rivet et serrer plusieurs fois. Plusieurs fois. Bon, là, je le fais pas parce que ça va utiliser un rivet pour rien. Mais vous serrez plusieurs fois jusqu'à ce que ça pète, jusqu'à ce que ça fasse clac. Et le rivet va être dedans et ça sera fixé. Voilà. Bon, alors voilà. Vous avez changé votre radiateur. Vous avez tout remonté. La batterie et tout. Vous avez rebranché la batterie. Maintenant, il est question de faire la purge. Enfin, de remplir le réservoir de liquide de refroidissement et de faire la purge. Alors, sur ce modèle-là, c'est du rose qu'il faut. Donc, c'est bon, il y a marqué HDI, mais c'est ce qu'ils m'ont donné au comptoir automobile. Donc, il vous faudra le liquide de refroidissement. Pour cette voiture-là, c'est 5 à 6 litres qu'il vous faudra. Donc, il y a un bidon de 5 litres plus un petit reste. Et il vous faudra un entonnoir. Prenez un entonnoir avec un tuyau, ce sera plus facile, ça évitera d'en mettre partout. Toujours bien propre, l'entonnoir. Pour éviter de remettre de la saleté dedans, ce serait dommage. Donc vous ouvrez le bocal, vous remplissez entre les deux, entre le minimum et le maximum. Vous laissez un petit peu le bouchon ouvert, histoire qu'il y ait de l'air qui puisse passer, mais laissez-le quand même dessus parce que ça peut faire des éclaboussures. Hein. Donc vous allez le remplir. Vous allez laisser le bouchon ouvert, vous allumez le moteur et vous mettez le chauffage à fond. Pourquoi le chauffage à fond? Parce que le chauffage à fond, ça tire de la chaleur du moteur. Donc ça lui permet de chauffer très doucement. En fait, il va chauffer plus lentement que si vous n'aviez pas le chauffage allumé. Et vous allez le laisser aller jusqu'à sa température optimale. Sur cette voiture-là, c'est 90 degrés. Alors un petit conseil, si vous voulez, apparemment pour faire remonter l'air plus facilement, parce que l'air, en fait, il va remonter jusqu'à là. Hein. C'est comme ça qu'il va sortir, puis on va purger l'air, quoi. Pour faire remonter l'air plus facilement, apparemment, ça serait bien de mettre la voiture sur cale, sur chandelle ou sur rampe à l'avant. Voilà, comme ça, vous levez légèrement le véhicule à l'avant et ça permettra de faire remonter les bulles plus facilement à la surface. Et donc, une fois que le moteur aura atteint sa température optimale et qu'il n'y aura plus de bulles qui vont ressortir par le vase d'expansion du liquide de refroidissement, vous fermez, vous descendez la voiture et vous faites un petit tour, 10-15 minutes en montée si possible. Et après, vous vérifiez, vous faites gaffe quand même au thermomètre de la voiture, on va dire, à la jauge de température. Et voilà, ça sera fini. Donc après, quand vous arrêtez la voiture, vous regardez quand même si le niveau est encore bon, vous vérifiez quoi. Alors pendant que le moteur sera en train de chauffer, pour vérifier que ça chauffe bien, vous pourrez toucher les deux durites, donc celle-ci et celle-ci, pour vérifier que le liquide est bien en train de chauffer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que ça aura été utile pour vous. J'espère que vous y voyez un peu plus clair maintenant, que ça va vous aider. Écoutez, amusez-vous bien et puis à bientôt les mécanos.